En Belgique, un prisonnier sur 3 se retrouve derrière les barreaux sans avoir été condamné. On appelle ça la détention préventive. De nombreux défenseurs des droits critiquent cette mesure, qu'ils estiment être trop souvent et injustement utilisée. Découvrez le parcours de Jean-Pierre, un monsieur tout-le-monde sans histoire, qui se retrouve du jour au lendemain menotté et jeté en prison. Vous écoutez Devoir d'enquête, trop suspect pour être honnête, première partie. Nous l'appellerons Jean-Pierre. À l'été 2018, tout va bien pour ce petit entrepreneur propriétaire de son logement en centre-ville et d'un bâtiment annexe en périphérie. Jean-Pierre, c'est monsieur tout-le-monde. J'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais de problème avec la justice. Donc non, avant ça, je n'avais jamais eu aucun problème. J'ai jamais été arrêté, même pas arrêté en état d'ivresse. Un début d'après-midi de l'été 2018. Le téléphone sonne chez Jean-Pierre. C'est la brigade des stupes. Il doit se présenter au bâtiment qu'il met en location. J'arrive tout de suite. La police est sur place, en force. On me pose des questions sur mes locataires et sur ce qui se passe dans le bâtiment. Si j'étais au courant, il se passait des choses illicites dans le bâtiment, donc je n'étais absolument pas au courant. Un autre inspecteur arrive et m'arrête directement. Il est 15h30, vous êtes mis en état d'arrestation. Donc on me met les menottes et directement, à vue de tout le monde, on vous embarque dans une voiture de police menottée alors que vous n'avez jamais été menotté de votre vie, donc tout le monde vous regarde, c'est très perturbant. Et là on va au commissariat. J'y passe 7 heures, sans boire, sans manger, sans pouvoir fumer, sans pouvoir téléphoner non plus, je ne savais même pas prévenir ma famille. Est-ce que le spectre d'une détention préventive apparaît dès ce moment-là à Jean-Pierre ? Non. Il se sent innocent. Il pense encore que tout va s'arranger. Ceux qui fréquentent quotidiennement police et justice savent pourtant qu'il arrive que les taux se referment. Vous savez, les choses peuvent aller très vite. Vous avez quelqu'un qui se fait interpeller. Alors, soit on lui donne un rendez-vous à la police, soit on vient le chercher chez lui. Franck Dissépoli, avocat au barreau de Mons. Et il va être interrogé par les services de police. Une fois qu'on a terminé l'interrogatoire, vous avez l'enquêteur, l'officier de police, qui prend contact éventuellement avec le juge d'instruction, qui lui fait rapport. Le juge d'instruction lui dit « Vous devez me le présenter ». Il est amené devant un juge d'instruction qui va décider si oui ou non il existe des indices sérieux de culpabilité contre lui, c'est-à-dire on soupçonne fortement que vous ayez commis les faits, et si cette personne peut représenter un danger social, voire un danger pour l'enquête. Et si c'est le cas, bingo, il peut être mis sous mandat d'arrêt et se retrouver en prison très très vite. Le juge d'instruction n'a de compte à rendre à personne et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Le juge qui décide de vous envoyer en prison à l'issue de l'interrogatoire, il n'y a pas de recours possible. Chaque année, des milliers de personnes en Belgique passent ainsi par la case prison sans avoir été jugées. Un tiers des 11 000 détenus dans nos prisons surpeuplées sont en préventive, comme on dit, par prudence en quelque sorte. Jean-Pierre est face au policier qui le voit en chef d'un trafic illicite. Et l'étau va se resserrer. Que vous soyez coupable ou innocent, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est à faire leur enquête. Et à fermer le dossier le plus vite possible. Et quand on voit que vous ne craquez pas, on vous met à passer de plus en plus, donc on rajoute des personnes. Donc de 2, on est passé à 4. De 4, on est passé à 6. Et puis je pense qu'on est monté à carrément 8 policiers. À me dire, mais ouvertement, avouez, dites que c'est vous, la juge sera plus clémente. À quoi se raccrocher ? Jean-Pierre est groggy. Quand il faudra de nouveau affronter la rue, même le geste anodin d'un policier va rester gravé dans sa mémoire. Au lieu de me menotter dans le dos, il m'a mis les menottes à l'avant. Donc ce qui est un peu moins perturbant, on est sorti du commissariat
Il m'a dit « Tenez, prenez mon sac à dos pour cacher vos menottes. » Jean-Pierre a été transféré au commissariat central. On l'informe. Il sera présenté demain à un juge d'instruction. Avocate dans une première vie, Olivia Nederland est aujourd'hui experte et chercheuse FNRS. Elle sait que face au juge d'instruction, le jeu se durcit. La détention préventive ne peut pas être une répression immédiate, donc une peine avant la peine, la personne est présumée innocente. Et pourtant, il y a de nombreuses études qui montrent bien qu'il y a un recours à la détention préventive pour déjà infliger une peine. En attendant d'être présenté au juge d'instruction, Jean-Pierre va passer la nuit dans la cellule du commissariat. Donc les cellules sont absolument infâmes. Mais vous êtes tellement fatigué psychologiquement, parce que moi j'étais vraiment vidé, je me suis assis sur la banquette en béton, puis avec un matelas en mousse de 3 cm, et j'avoue, je me suis complètement écroulé. Les acteurs clés tout-puissants pour la mise en prison, ce sont les juges d'instruction. Ils sont chargés de superviser les enquêtes. C'est dans leur bureau que vont être présentés les interpellés toujours suspects après leur passage au poste. Le juge d'instruction a un pouvoir exorbitant parce qu'il peut priver quelqu'un de sa liberté. À n'importe quel moment, il a les mains libres. Un pouvoir exorbitant ? Claire Breunet, le juge d'instruction à Bruxelles, est une des rares qui ait accepté de nous parler. Sans se dérober, parfaitement au fait des exigences de son métier. Est-ce que cette possibilité de mise en préventive est un outil indispensable ? Je pense oui, j'en suis même certaine. Pour permettre le bon déroulement des enquêtes et d'autre part, dans un souci de sécurité publique, laisser en liberté quelqu'un qui est au contact avec des mineurs en permanence, à qui on reproche des faits de mœurs, c'est inconcevable dans certains cas, en tout cas. Devant le juge d'instruction, on va pas se mentir, on applique souvent le principe de précaution. Jordan Lécuyer, avocat au barreau de Liège. Sous couvert d'un critère ou d'un autre, c'est souvent ça. Si on n'a pas d'autre choix de mettre en détention préventive, même si la personne a 40 ans, qu'elle n'a jamais connu la prison et qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire, la décision serait celle-là. Jean-Pierre a dormi un peu. Sorti de sa cellule, il est emmené au palais. En arrivant au palais de justice, je me retrouve en cellule. Il faut attendre de pouvoir passer devant la juge d'instruction. J'attends 6 heures, 7 heures. Jean-Pierre est à un tournant. Un juge d'instruction va décider seul de le laisser rentrer chez lui et il reprendra sa vie en attendant la suite de l'enquête et d'éventuelles convocations, ou de l'envoyer en prison. 2 policiers viennent me chercher et j'ai seulement là le droit de voir mon avocat et de pouvoir parler avec 3 minutes. J'essaie de lui expliquer en gros ce qui se passe. Il me dit ouvertement, ça va, je vais te faire sortir. J'ai un soulagement intérieur où je me dis, ça va, je vais sortir. Je me dis, pour moi, dans ma tête, je me dis, ils ne vont pas m'envoyer en prison. Je n'ai rien à faire là-bas. Jean-Pierre, accompagné de son avocat, est finalement interrogé par le juge d'instruction. Nous avons l'obligation, dans le cadre de l'interrogatoire préalable à une éventuelle décision de placer quelqu'un sous mandat d'arrêt, de recueillir des éléments sur sa situation familiale, ses revenus, ses ressources financières, son logement, son emploi éventuel. Et ces éléments vont nous guider également dans la décision à prendre. Pendant l'interrogatoire, on sent si les choses partent bien ou pas et on a la possibilité de demander d'arrêter l'audition et de rediscuter avec le client pour lui donner une éventuelle autre direction. Soit de reconnaître les faits parce qu'ils sont indéniables, soit de se taire complètement parce qu'on estime que finalement la manière dont on est traité est une manière qui ne nous semble pas adéquate. La justice pénale est impressionnante, être privé de liberté ce n'est pas rien, et donc pouvoir être assisté de quelqu'un qui rassure et qui peut parler et expliquer à la place, parce que chaque mot compte, et donc si une personne se contredit, on se dit qu'elle n'est pas claire, qu'elle ment, qu'elle doute, tandis que l'avocat va pouvoir
faire baisser la pression et donc essayer de reconstruire correctement le récit pour livrer quelque chose de cohérent au juge d'instruction, ce qui sera dans son avantage. Pour l'heure, Jean-Pierre est donc à la merci d'un juge d'instruction. Mais il a sa chance. Si le juge d'instruction décide de le garder, il devra dire pourquoi. La loi est claire. Pour le placer en détention préventive, il y faudra une absolue nécessité. Parce qu'il y aurait un risque s'il est remis en liberté, qu'il dissimule des preuves, ou qu'il s'entende avec d'éventuels complices, ou qu'il prenne la fuite, ou qu'il commette à nouveau l'infraction dont il est suspecté. En principe, il faut respecter des critères extrêmement précis pour pouvoir mettre quelqu'un en détention. Mais on voit depuis que cette loi est en vigueur que ça se relâche de plus en plus. Alors je ne dis pas que les juges d'instruction placent les citoyens en détention préventive par plaisir, pas du tout. Mais le problème vraiment, c'est quand on a des procès-verbaux de policiers qui disent on a constaté ça, on a constaté ça. On a une audition à la police qui est pas particulièrement bonne. Mais on a un client qui nous dit mordicus, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, on m'a confondu avec un autre, je n'étais pas là, je n'ai rien fait. C'est très difficile d'inverser la vapeur. Très difficile. Jean-Pierre est passé devant le juge d'instruction. Dans le couloir, il attend la décision. Le greffier sort, et là on vous annonce, vous êtes transféré en prison. Donc là, coup de massue, votre monde s'écroule. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais aller faire là? Qu'est-ce que je vais vivre là-bas? Je vais me faire tuer. Vous vous posez 1000 questions, mais vous êtes complètement dévasté. Pour ceux qui n'y sont pas préparés, qui n'ont jamais été confrontés, je crois que c'est particulièrement traumatisant. Moi, en tant qu'avocat, j'ai eu des clients qui étaient très habitués au système. Ça faisait peut-être la 4e, 5e fois, 10e fois qu'ils y allaient. Et puis, j'ai eu un jeune de 18-19 ans pour un problème de stupéfiants qui se retrouve incarcéré dans une prison qui est en pleine grève. Donc, pas d'accès aux douches, presque pas à manger, ou alors une fois par jour, quand on vient leur apporter les repas avec la protection civile. L'avocat, très difficile de le voir. La famille, impossible, pas de visite. Et donc, on a des situations qui sont extrêmement traumatisantes. En 48 heures, la vie de Jean-Pierre a basculé. Je me retrouve avec 2 autres personnes dans le combi pour monter jusqu'en prison. Sirène, il dépasse tout le monde, il roule comme un fun jeu dans le centre-ville. Même les gens qui regardent, parce que vous voyez dehors, les gens qui regardent, c'est logique, vous voyez passer une voiture de police, tout le monde a le réflexe de se retourner et de regarder. Encore sonné de ce qui lui arrive, Jean-Pierre va découvrir l'univers carcéral. Angelo Ferrazzano n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Il connaissait la prison avant d'expérimenter lui aussi, rattrapé par son passé, la détention préventive. Dans une première vie, il avait été mêlé au banditisme dans sa région. Des vols, de la violence matérielle. Pas de blessures ou de mort d'homme, mais une très lourde condamnation. Il a passé 10 ans en prison. Pour la première fois, il témoigne. Peu importe du milieu social duquel vous venez, peu importe. Vous retrouvez à un moment donné incarcéré et on vous met en cellule, en duo, ou en trio, ou en quatuor. Quand vous entrez dans cette cellule où il y a déjà des détenus qui y sont et qui ont pris possession des lieux, et donc qui se sentent chez eux, et vous arrivez, c'est très difficile de trouver sa place. Et donc, à partir de là, l'apprentissage de la prison commence. Il se fait sa place, organise sa détention, qui se déroule bien. J'ai eu la chance de connaître des directeurs de prison, mais pas seulement. Il y a aussi les agents, les adjudants, qui ne vous rejugent pas. En fait, ils vous donnent une deuxième chance, entre guillemets. On pense moins à l'injustice
On comprend pourquoi on est incarcéré. Et c'est ça qui nous fait réfléchir à un futur possible. À la sortie, il refait sa vie. Il trouve un emploi. Il fonde une famille. Mais un jour, il est de nouveau arrêté. Quelqu'un a cité son nom dans une affaire de trafic dont il ignore tout. Une fois que vous êtes arrêté, on entre votre nom dans la banque de données et donc malheureusement mon pédigré du passé ressort et donc en face de moi j'ai deux policiers qui sont jeunes qui se disent en face de moi j'ai un gros poisson, voilà. Et puis on vous présente devant le juge d'instruction le lendemain et donc le juge d'instruction il vous entend et il vous dit Monsieur Ferrazzano, avec le passé que vous avez, vous comprenez bien qu'on ne va pas prendre de risque, on va vous incarcérer. À partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de s'expliquer. À la limite, plus on va en dire et plus on va nous en reprocher. Quelqu'un qui dispose d'antécédents judiciaires sera tout de suite vu d'un mauvais œil. C'est un constat. Moi, je sais comment ça se passe. Je connais, je vais me retrouver de nouveau incarcéré. Fabio Lovo, avocat d'Angelo Ferrazzano. Dans une prison, donc de nouveau, j'ai mon pactage d'entrant, je vais me retrouver dans une cellule avec quelqu'un que je ne connais pas. Enfin, c'est dramatique, quoi. Je me dis, voilà, ça recommence, ça ne s'arrêtera jamais. Il sera de nouveau détenu 18 mois. En préventive cette fois, avant d'être finalement acquitté. J'avais à l'époque un contrat de travail dans une entreprise et heureusement pour moi, mon patron a bien voulu comprendre que j'étais innocent et que j'allais bientôt retrouver mon poste de travail. Mais j'aurais pu, par la même occasion, tout perdre et me retrouver de nouveau sans travail. Quand on est en prison, on ne sait plus contacter personne, son bailleur, etc. Et donc les factures continuent à tomber, parfois on ne sait pas les payer. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour gérer tout ça à l'extérieur pour nous, ça peut créer un endettement tout à fait problématique qui va renforcer la situation de précarité à la sortie. Angelo Ferrazzano est donc repassé en prison. Une prison où la surpopulation englue tout. Comment voulez-vous que les agents puissent faire leur travail correctement avec 2 fois, voire 3 fois le nombre de détenus? C'est pas possible. Vous savez, quand une maman vient avec son enfant pour rendre visite à son mari, peu importe, c'est vrai, c'est un détenu, ok, ça. Mais allez expliquer à un enfant de 5 ans qu'on ne peut pas lui faire voir son papa parce qu'il y a surpopulation et parce que la salle de visite est pleine après avoir fait 1 heure de train, avoir fait 1 heure d'autobus, avoir fait 1 heure d'attente de salle de visite et pour qu'on vienne lui dire mais c'est trop tard, il faut revenir demain. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Jean-Christophe Adnet et Adrien Lasserre. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.